va maintenant parler du numérique et de la révolution numérique. J'appelle Ronan Lemoyle, Guillaume Sarkozy, Laure Wagner, Cécile Lazorte et Guillaume Richard à venir me rejoindre sur cette scène. Et avant, pour vous mettre en appétit, quelques images qui, j'espère, auront rapport avec le numérique. Comme vous voulez. Bonjour. Hier, c'était le cheval contre la machine à vapeur, le Minitel face à Internet. Aujourd'hui, Uber disrupte les taxis. Afrimarket s'attaque à Western Union avec des transferts d'argent moins onéreux. Et Food Cherry déstabilise les restaurants avec des repas frais livrés en 20 minutes au cœur de Paris. Aucun secteur n'est plus à l'abri et tous les dirigeants craignent de se faire ubériser. Exemple dans le secteur de la formation. Open Classrooms est la plus grande plateforme de formation en ligne en Europe. Nos formations sont accessibles en ligne 24 heures sur 24. Nous nous adressons aux milliers de personnes et nos coûts sont divisés par 5. Alors chacun cherche une stratégie. La SNCF investit 28 millions d'euros dans Wicar, la location de voitures entre particuliers. Dans les centres d'appel, le français Acticall devient géant mondial en s'offrant un américain 7 fois plus gros que lui. Des mastodontes changent de stratégie, des secteurs se recomposent. Le jeu d'acteurs bouge en permanence. Airbnb, qui compte plus de chambres à Paris que les hôtels, ne vient-il pas d'accepter enfin de collecter la taxe de séjour et de la reverser? Dans la bataille des anciens contre les modernes, qui va gagner? Vous savez, à l'époque de Turgot, il y avait déjà tous ces problèmes de les notaires, les artisans, etc., qui avaient des régulations corporatistes très fortes. Et il y avait une politique de laisser dans les faubourgs, finalement, des zones un peu d'exploration ou d'expérimentation. Et ça permettait, au fond, d'essayer de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire les choses, même de faire des meubles, etc. Réagir, innover, rester alerte. Les entreprises de l'ancienne économie n'ont pas d'autre choix. Et certaines, comme Vinci Park, ont même décidé de changer de nom. Au-delà de ça, vous avez d'autres mouvements de société qui sont le tout connecté. Vous avez les villes qui sont ce qu'on appelle multifonctionnelles, c'est-à-dire avant vous aviez des villes où vous aviez un centre-ville, un quartier d'affaires. Aujourd'hui tout ça devient hybride, devient multifonctionnel. Ouais. Donc les attentes de nos clients changent, les attentes des villes changent, et il faut s'adapter à ces changements. Entrer dans un parking sans prendre de ticket, se faire guider par son mobile jusqu'à sa place réservée, récupérer un scooter électrique pour poursuivre son déplacement, revenir chercher sa voiture et constater que ses courses ont été livrées, puis repartir en réglant par prélèvement automatique. Les entreprises qui prennent le risque d'inventer, d'élaborer des solutions nouvelles en réponse à des attentes encore floues ont des chances de s'en sortir. Comment vont réagir nos géants qui se découvrent aux pieds d'argile face à des nouveaux entrants aux pieds agiles? C'est une très bonne question. Je vais vous présenter brièvement les 5 participants qui sont venus me rejoindre à cette tribune. On commençons avec vous, Guillaume Sarkozy, délégué général Malakoff Médéric, un groupe qui gère pour 200 000 entreprises les contrats d'assurance complémentaire de santé, 3,6 milliards de chiffre d'affaires, 4,7 millions d'assurés en collectif et 1,8 million en individuel. Vous voyez, je sais tout. À côté de vous, Guillaume Richard, président de O2, groupe de services à la personne, O2 qui compte 11 500 salariés et même considéré, j'ai lu ça, comme le premier créateur d'emplois aujourd'hui en France. Ronan Lemoyle, président d'Arkea, c'est l'ancien Crédit Mutuel de Bretagne. Céline Lazorte, pas Cécile, Céline Lazorte, présidente de Litchi, entreprise de cagnotte en ligne, dont le Crédit Mutuel de Bretagne, plus exactement Arkéa, vient de prendre le contrôle. Guillaume Sarkozy, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'être totalement... Oui, je m'aperçois que j'ai oublié... Mais oui. Laure Wagner, évidemment, vous êtes en plus. Alors, attendez, comment est-ce qu'on pourrait ne pas vous présenter porte-parole, co-présidente, directrice de Blablacar? Si, quand même, mais prenez un micro. Pas cofondatrice, mais porte-parole et première salariée, première collaboratrice. Première salariée. Voilà. Bon, attendez, vous êtes Merci. dans les fondatrices, quand même. Première salariée, et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Guillaume Sarkozy, j'ai été troublé par ce film où on disait que tous les secteurs d'activité se sentent aujourd'hui
menacés par l'ubérisation, par leur Wagner, quoi, finalement, qui ici représente cette ubérisation. Mais quand même pas vous, Guillaume Sarkozy, pas Malakoff Médéric, ce mastodonte, ce monument. Vous êtes à l'abri, tranquille. Bonjour, personne n'est à l'abri, personne n'est tranquille. Le meilleur moyen de mourir, c'est de se sentir à l'abri et tranquille, évidemment. Moi, tous les matins, quand je vais au bureau, j'ai le bonheur de travailler à côté d'ici, rue Laffitte. Je suis obsédé par savoir de quel côté ça va venir. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va se faire manger ou détruire, parce que nous-mêmes, nous sommes capables de réagir et nous entrons dans cette ère digitale. Alors, sûrement beaucoup trop lentement, on est sûrement trop gros, trop de procédures, trop de machins comme ça, mais on fait beaucoup d'efforts pour anticiper ce que va être notre métier demain et comment la révolution numérique va révolutionner notre activité. Nous sommes un des acteurs maintenant de ce changement. Oui. Comment vous vous anticipez, pardon? Comment vous vous préparez à tout ça? Il y a plein d'idées. On peut prendre quelques exemples. Dans la relation client, c'est une évidence. Tout le monde joue la relation client. Le fait de changer son RIB, par exemple, on le fait maintenant chez soi à 3 heures du matin. Ça, c'est une banalité. On peut dire aussi... À 3 heures du matin? Oui, non, mais si on a envie de le faire. Alors que d'habitude... Ça, c'est vrai, je me réveille à 3 heures du matin. Si vous avez envie, vous avez le droit. Il y a des gens qui le font. D'ailleurs, nos services doivent être ouverts maintenant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On n'a pas le choix, c'est obligatoire. Si on veut connaître exactement sa consommation santé, c'est un premier début de faire ça. Maintenant, on peut aussi faire de la prévention grâce à son portable. On peut connecter son portable à des ordinateurs ou des sites que nous avons et nous fournir des données de santé ou des données de comportement, et nous-mêmes, nous pouvons revenir vers vous pour vous donner des conseils, avoir des plateformes téléphoniques qui viennent pour améliorer votre niveau de vie. On peut aussi se dire que le fameux tiers payant demain, ça sera mon téléphone portable. Et on est en train d'y travailler, il y a plein de gens qui y travaillent. Je vais aller chez le médecin demain, il va me faire une ordonnance avec son iPad qui sera connecté à tous les nuages qui vont bien pour éviter qu'il y ait des infections iatrogènes, qu'il y ait des mauvaises prescriptions. Il va appuyer sur un bouton, m'envoyer l'ordonnance. Je vais appuyer sur un autre bouton, je vais lui envoyer les règlements de la Sécu, de Malakoff Médéric et puis mon reste à charge. Je vais aller à la pharmacie. Vous voyez, tout ça, c'est tout ça qui est en train d'arriver. Et tout ça, et même tous les jours, il y a de nouvelles idées qui vont nous permettre de mieux gérer la relation ou notre métier. Pardon d'être probablement extrêmement désagréable, mais est-ce que vous pouvez être aussi imaginatif, inventif, flexible, rapide que toutes ces jeunes boîtes, que toutes ces Laure Wagner qui vont venir vous mordre les mollets? Certainement pas. Non, vous avez raison, et c'est pour ça qu'on travaille aussi. Alors, je n'ai pas le bonheur de travailler avec Laure, mais on travaille aussi avec des start-up. Nous venons d'acquérir 34-35% du capital. Alors, c'est ça le truc, c'est en fait vous les rachetez. Non, on ne veut pas les racheter. Moi, je ne veux pas les racheter parce que si on les rachète, on les tue. On risque de les tuer. Et donc, ce n'est pas bien de les racheter. Ce n'est pas bien, à mon avis, d'avoir 50%, plus de 50% du capital parce que nous avons beaucoup de qualités parmi les 6 000 collaborateurs du groupe, mais nous ne sommes pas 6 000 entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut laisser l'entrepreneur faire son boulot. Mais par contre, être au capital, d'avoir 34 ou 35%, pouvoir influer sur la politique d'investissement, sur le développement, ça oui, c'est très important pour nous. Alors, Ronan Lemoyle, vous avez pris une autre décision, puisque Litchi, votre voisine à côté de vous, eh ben, vous en avez pris le contrôle. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, moi je pense que le sujet, c'est pas tant une quantité de capital qu'on détient qu'une manière de faire les choses. Ah. Donc, nous, si on fait ça, c'est parce qu'on pense que l'environnement bancaire auquel on appartient est soumis aujourd'hui à trois éléments fondamentaux qui vont bouleverser le paysage dans les 5 à 10 ans qui viennent. Moi, je dis souvent d'ailleurs que les banquiers qui ne se réinventeront pas disparaîtront, je le crois fondamentalement. Et ces 3 éléments, ils sont assez simples. Le premier, c'est une pression réglementaire qui n'a jamais été aussi forte, qui pèse beaucoup sur la rentabilité. Donc ça fait une pression sur les marges. Et tout le monde sait bien que quand on a une pression sur ces marges, on commence à se poser des questions sur comment réinventer son modèle. Le deuxième, qui est dû d'un ordre assez différent, c'est qu'on voit beaucoup de nouveaux acteurs venir et verticaliser nos métiers. Ça fait partie notamment de ce qu'on appelle les fintech, qui viennent s'attaquer, au crédit consommation en ligne, près d'Union, dont nous sommes actionnaires également, qui effectivement au paiement, par exemple Litchi, bref, tout ce qui vient à verticaliser nos métiers sur lesquels d'ailleurs les banquiers souvent s'ingénient ou se sont ingéniés, essayer de concurrencer
en baissant les prix des acteurs dont ils ne pourront jamais être le concurrent parce qu'ils ne sont pas assez agiles, ils ne sont pas aussi frugales, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, et donc forcément ils sont moins rentables. Le troisième élément, qui est un élément de société fondamental qui nous touche tous, c'est que le consommateur a repris le pouvoir. Je crois que le vrai sujet fondamental, ce n'est pas tellement les nouveaux devices, la nouvelle manière de se comporter au sens technologique, c'est que le consommateur reprend le pouvoir, il inverse la relation qu'on pouvait avoir avec lui, et ça, typiquement pour un banquier, je le dis avec une petite once de provocation, qui a eu l'habitude d'être dans une relation un peu de dominant-dominé. Vous savez, le banquier, c'est le seul commerçant qui a le refus de vente possible. Il peut refuser de faire un crédit. C'est quand même assez inédit dans le paysage des commerçants. Là, ce banquier, il se voit en fait face à des gens qui reprennent le pouvoir par rapport à lui, qui inversent ou qui reprennent finalement la vraie relation commerciale. Donc nous, face à ces trois éléments qui viennent perturber nos business models, on s'est dit, parce qu'on est aussi d'une taille plutôt intermédiaire en termes bancaires, Crédit Mutuel Arkéa, en 2 mots, c'est un groupe de 9000 personnes qui fait 300 millions de résultats. C'est gros à l'échelle européenne, top 40 sur 6000 banques européennes en taille de bilan. C'est petit à l'échelle française, qui, en France, on aime bien les choses très consolidées, très grosses, donc on est plus petit. Dans la finance, oui. Voilà, nous, on pense qu'il vaut mieux être un lémurien et bouger vite, et que c'est darwinien, c'est le petit qui fait comme les gros et disparaît. Donc nous, on essaie de trouver notre chemin, notre voie. Et la voie qu'on a trouvée, finalement, c'est une voie faite d'agilité, c'est la qualité des petits, faite de technologie, c'est ce qu'on sait bien faire, et faite effectivement de partenariat et d'innovation aux côtés de nouveaux acteurs entrant sur le marché. Et c'est pour ça, effectivement, notamment qu'on a décidé de travailler avec Litchi. Céline, je la connais depuis 7 ans, on se connaît depuis assez longtemps maintenant. On a eu plaisir de déjeuner avec elle ce midi, donc on faisait un petit point sur l'opération récente. Effectivement, ce qui fait qu'on a décidé de faire des choses ensemble, c'est qu'on partage la même vision du métier des paiements, d'abord. C'est comme le point clé. On pense que les paiements vont évoluer dans le sens des terminaux de paiement en ligne, bien entendu, mais aussi des solutions de place de marché sur lesquelles Litchi, via Mangopay, est très pertinent. Et c'est aussi parce qu'on partage le même ADN, fait de cette agilité, de cette rapidité d'exécution. On est très jaloux, Céline la première, elle a raison, de la capacité à exécuter rapidement. Donc nous, quelle que soit la quotité en capital, on est à 34% chez Prêt d'Union, on est effectivement à plus de 80% chez Litchi, on a 100% de Fortuneo, je suis la chance de diriger. Ça veut dire que vous avez des choses à apprendre de Céline Lazorte ? Et bien entendu, aujourd'hui, on apprend de ces acteurs. D'abord, il faut bien... Il y a une question qui peut se poser, je le dis d'ailleurs en thème provocateur, c'est qu'effectivement, on aurait sans doute pu, on a les moyens financiers de créer un Litchi aujourd'hui. Arkéa peut créer un Litchi financièrement parlant. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'y arriver au bon moment. On arrive 4 ou 5 ans trop tard au moins. Le sujet, c'est d'exécuter rapidement. Et Litchi, les équipes de Litchi, Céline en tête, on l'a exécuté beaucoup plus vite cette stratégie. Idem de Blablacar, Frédéric et toutes ces équipes qu'on connaît bien également pour être investisseurs dans le fonds Isaïe. Donc effectivement, la vraie question, c'est de s'allier avec des gens dont on dit que ce sont des barbares. Nous, on aime bien ces barbares-là, parce qu'on pense qu'ils vont réinventer une partie de la finance moderne, et on pense qu'on a plus à gagner dans notre configuration, encore une fois, qu'à y perdre en y allant, parce que les qualités qu'on a décidé de mettre en avant de notre modèle, l'agilité, la techno, font partie de l'ADN de ces entités. On n'essaie pas de les absorber, de les brancher sur nos modèles. On essaye, comme le dit un de mes bras droits, de les raccorder, c'est-à-dire de leur faire bénéficier de toutes les synergies qui importent pour leur business model et de les laisser fonctionner entièrement pour tout le reste. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que quand on achète souvent, quand on a un gros acteur, quand on achète, on s'empresse de penser synergie industrielle. Et on réfléchit comment est-ce que je vais pouvoir faire un beau jardin à la française pour que tout ça bien intégré dans mes processus et mes modes de fonctionnement. Et on oublie qu'en fait, si on achète une société en général, c'est parce qu'elle fonctionne bien. Donc la première des choses à faire, c'est de ne pas casser ce qui fonctionne bien. La deuxième, c'est de toujours se rappeler que le marché, il passe une fois, pas deux. Les prospects, les clients, ils passent, ils ne repasseront pas. Les synergies industrielles sont à votre main, les synergies business, elles sont quand le business, il est là. Donc on essaie d'être pragmatique et effectivement, au bout de 3 mois maintenant, parce que c'est ça, Céline, pour 3 mois, on fait un bilan plutôt positif du raccordement, entre guillemets. Céline en parlera beaucoup mieux que moi, parce que c'est elle qui le vit avec ses équipes. Et on essaie effectivement de ne pas être l'éléphant dans le magasin de porcelaine, de respecter l'ADN de ces entités, parce que justement, peut-être, on sait bien ce qu'être un petit nous-mêmes dans l'univers des gros, puisqu'à l'échelle des vocations... Vous rêvez en ubériseur des très gros. Non, je ne sais pas si on veut ubériser plus gros, on ne réfléchit pas comme ça. On pense simplement que la tendance de fond qu'on observe est une tendance qui va durer. On pense que beaucoup d'acteurs de la sphère bancaire se sont un peu ingéniés à refuser ce moment de fond. Maintenant, il y a un momentum qui fait qu'on veut basculer, effectivement. Et on pense effectivement que nous avons, de par notre ADN et ce que nous sommes, beaucoup plus à gagner à y aller qu'à y perdre. Donc résolument, on va y aller, comme on l'a toujours fait. On a fait la banque en ligne il y a très longtemps avec Fortuneo. Mes prédécesseurs, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, ont lancé le premier passage d'ordre de bourse par Internet en Europe. C'est une culture dans la maison et c'est une culture qui est faite de techno, d'agilité, parce que c'est ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec ces acteurs. Bon, on va donner la parole aux barbares maintenant, qui ont des visages... Ils n'ont pas l'air bien méchants. Qui sont les seules femmes à cette tribune. Mais commençons avec vous, Céline. Question méchante. La prise de contrôle
de Litchi par Arkea. C'est le plus beau jour de votre vie ou c'est le pire? Ni l'un ni l'autre, je dirais. Je pense que c'était plutôt un jour fatigant parce qu'on avait bossé quelques semaines, un jour plein d'émotions parce qu'on quittait une vie pour en embrasser une autre. Voilà, mais c'était une journée pas comme les autres, mais ce n'est pas ni la fin ni un début, c'est le passage d'une histoire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que je suis complètement opposée avec votre discours. Alors, chacun a ses idées et l'important, c'est, je pense, de les partager. C'est l'intérêt d'un débat, quand même. On est d'accord. Moi, je pense, alors juste pour rappeler, donc Litchi a été créé il y a 6 ans, hein, quasiment jour pour jour, puisque c'est le 19 novembre, donc dans 2 jours, 19 novembre 2009. J'étais étudiante en école de commerce. J'organise les week-ends d'intégration de ma promo. Je galère à récolter de l'argent auprès de tous mes camarades. Et puis, je suis diplômée en plein milieu de la crise, juin 2008, et bon, je me dis, finalement, j'ai plus qu'à créer mon job, parce que il y en a plus des jobs pour moi. Voilà, je travaille sur le projet. J'ai du mal à trouver une banque partenaire. Je tombe sur une banque un peu folle, bretonne, qui s'appelle le Crédit Mutuel Arkea, qui me propose de m'aider à démarrer le projet en tant que prestataire. Et puis, le 19 novembre 2009, Litchi se lance. Donc, je suis toute seule. Il y a pas c'est un vrai démarrage. 6 ans plus tard, c'est 4 millions de clients, un service présent dans plus de 150 pays, avec une dimension principalement quand même européenne, allemande, espagnole, anglaise, française, etc. C'est à peu près un peu plus de 40 collaborateurs. Une boîte qui a été financée par des fonds d'investissement. Et je pense que, pour en revenir donc au point, je pense que c'est très important pour une start-up quand elle démarre et quand elle grandit, que son capital reste indépendant. Parce que celui qui sait, c'est pas du savoir, c'est celui qui exécute. C'est celui qui au quotidien est en lien avec ses utilisateurs, qui au quotidien est en lien avec ses collaborateurs. Et c'est tout ce qu'il sait. Le reste, il sait pas grand-chose. Et donc il faut exécuter de façon très libre et très autonome. Et je trouve qu'un industriel au capital, qui en a un peu, mais pas assez, c'est plutôt un boulet à la patte qu'un catalyseur. Alors je le dis forcément de façon un peu provocante, mais je trouve que souvent ça peut être, finalement il a son mot à dire parce qu'il a 34% du capital, alors on l'écoute, mais bon, est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est que nos métiers? Non, pas forcément. Poser la question, c'est y répondre, voilà. N'est-ce pas? Poser la question, c'est d'y répondre, on est d'accord. Donc voilà pourquoi nous, on a fait longtemps le choix d'être complètement indépendants, accompagnés par des fonds de capitaux risques remarquables, dont 360 Capital Partners, Xavier Niel. Et puis un jour, il y a quelques mois, je voulais continuer à développer la boîte, donc entreprise rentable. On était sur un run rate de 200 millions d'euros en 2015, 100 millions d'euros en 2014. On devrait être entre 300 et 400 l'année prochaine, donc une belle croissance. Et j'ai trouvé à ce moment-là que le meilleur partenaire pour le faire, c'était de me marier avec CMA, en gardant à l'esprit, je crois, quelque chose de notre ADN, c'est-à-dire beaucoup d'autonomie. Et je crois que sinon, on n'aurait pas fait ce mariage-là. C'est un mariage assez libre. Vous n'avez pas perdu votre âme, quoi. Non, ça se voit, non, n'est-ce pas? Donc en tout cas, le projet grandit aujourd'hui. Il est dirigé à notre façon. Avec les risques que ça comporte, je pense, pour CMA, mais aussi l'enjeu extraordinaire que ça peut être dans quelques années, je pense. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que je posais la question, alors évidemment de manière un peu caricaturale, mais est-ce que l'avenir de cette nouvelle économie, c'est forcément à un moment ou à un autre, avec l'âge de raison, de faire des mariages de raison avec des grands groupes plus puissants, plus stables et plus riches peut-être? Mais ça n'est pas un mariage de raison, c'est un mariage d'amour. Oui, c'est la raison de dire ça d'abord. Et deuxième point, je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en France, je crois que les industriels, comme on les appelle, qu'ils soient de la sphère bancaire, financière ou autre, ils ont un rôle à jouer dans la croissance des champions français et européens. Je m'explique, jusqu'à il y a encore peu de temps, et c'est pas une critique, c'est un constat, la seule voie possible des grandes boîtes de la nette économie française qui grandissait, c'était soit de se faire acheter par l'américain, soit d'aller se faire coter aux US, ou se faire coter tout court, point barre. Je ne dis pas que c'est mal, c'est des voies possibles, mais je crois qu'il y a une troisième voie possible intéressante, et on est sans doute au début de celle-là, c'est que les industriels dont nous sommes, alors là on parle de la sphère financière, mais on pourrait l'extrapoler à plein d'autres domaines, ont un rôle à jouer pour accompagner, en investissant à leur côté, des entreprises de la nouvelle économie, qu'on les appelle, pour qu'elles grandissent plus vite. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas juste d'acheter.
Céline ne l'a pas encore dit, mais on a mis en place bien sûr un programme d'investissement aux côtés de Litchi, parce que Céline, elle n'est pas juste là venue pour quelque part faire l'opération et ça s'arrête. Elle est là pour la belle histoire qu'elle a envie de construire avec ses équipes. Et pour ça, il faut mettre du carburant. Du carburant, c'est de l'investissement en fonds propres. Donc effectivement, l'industriel que nous sommes a certes mis un premier ticket pour faire l'acquisition, mais va investir aux côtés du management pour effectivement faire grandir la société. Donc je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il faut parler d'avenir des sociétés de la nouvelle économie dans ce domaine-là, mais je crois qu'il y a une voie possible aujourd'hui importante, et presque citoyenne quelque part, qui est que les groupes industriels s'intéressent à ces sujets, les regardent de près et les accompagnent en tant qu'investisseurs stratégiques. Pas juste pour prendre des participations, mais en tant qu'investisseurs stratégiques. Je crois que c'est fondamental et que c'est sans doute un mouvement de fond, en tout cas je l'espère, qu'on observera dans les années qui viennent. Alors, Laure Wagner, venons-en à Blablacar, qui est une des plus belles réussites de la nouvelle économie. C'est une banalité que de le dire. Vous n'avez pas encore fait de mariage, ni d'argent, ni d'amour. Vous dites appartenir à l'économie collaborative. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que, en gros, vous avez l'impression, vous, de faire partie de l'économie de services dont on parle depuis le début de l'après-midi? Alors, effectivement, je précise d'abord, on est effectivement indépendant, on n'a pas été racheté par un industriel, mais on a levé, on est accompagné par de très beaux fonds d'investissement. Effectivement, on a fait successivement une première levée de fonds avec Isaïe, le fonds des entrepreneurs français du web, puis Accel Partners, puis Index Venture, puis Insight Partners. Donc notre dernière levée de septembre, c'était 200 millions de dollars. Quand même. Belle levée. Et effectivement, ça nous donne la marge pour nous étendre à l'international. Aujourd'hui, c'est 19 pays, 20 millions de membres et une croissance de 100% par an. Alors, j'avoue que je suis arrivée justement, donc oui, je n'ai pas assisté à tous les débats précédents, mais clairement, on nous a collé cette étiquette de consommation collaborative assez récemment. Finalement, Céline, on n'en parlait pas tellement. À nos débuts, on s'est pas dit, tiens, on va se lancer. C'est pas comme ça que vous Pas du tout. Le terme est venu petit à petit. Je crois qu'on en parle depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Mais nous, on faisait du covoiturage. Alors oui, c'est un service. Quand on pense à la voiture et à l'innovation qui peut transformer l'usage, oui, je l'ai dit, de la voiture dans les années à venir, nous, on intervient par un service pour en changer l'usage et non pas sa technologie, son carburant, etc. Donc oui, on se met dans la catégorie service bien volontiers et collaboratif, évidemment, maintenant que ce mot existe, puisque nous mettons en relation des particuliers en jouant ce rôle très important de tiers de confiance. Et c'est par ce rôle-là, en apportant justement de la qualité et de la fiabilité et de la confiance entre des particuliers, qu'on a réussi à libérer le potentiel immense d'optimisation de toutes ces ressources possédées pour l'instant par les particuliers. Mais ça veut dire que vous vous considérez, et pardon de mettre une dimension morale, mais elle est évidemment dans le débat, comme un bienfait pour l'économie au global? Oui. Oui, parce que... C'est marrant, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez, non. Poser la question. Clairement, le covoiturage est écologique, est économique et convivial. On en mesure maintenant les externalités positives. En plus de faire des économies à nos membres et à réduire les émissions de CO2, on apporte, c'est un garde-fou aussi pour la sécurité routière. Un conducteur qui a des passagers à bord conduit mieux, respecte plus le code de la route. On induit aussi un changement de comportement des conducteurs. Ils vont certains laisser abandonner leur voiture. Les passagers aussi passent moins le permis de conduire et ne se motorisent pas tout de suite. Donc en fait, on va lentement mais sûrement vers un nouveau paradigme qui est tout à fait souhaitable. On est proche de la COP21. Ou potentiellement en 2050, on ne serait plus tous propriétaires de notre voiture. On pourrait pourtant utiliser cette voiture qui est très pratique, notamment pour les derniers kilomètres. Il y a quand même plein de trajets qu'on ne peut pas faire en transport en commun. Donc nous, et je pense que j'anticipe une future question, nous et la SNCF, on contribue à un monde différent, un nouveau paradigme où on pourrait ne pas être tous propriétaires de sa voiture, mais arbitrer pour chaque trajet entre le train, le bus, le covoiturage et faire que tout cet éventail de mobilité soit au service de tout le monde sans qu'on ait besoin d'être propriétaire. Mais quand je mettais cette dimension morale, en gros, est-ce que vous avez l'impression de favoriser l'économie de service au sens large, c'est-à-dire aussi d'autres entreprises de services? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un aspect entraînant pour l'économie? Oui, clairement, on a mesuré que le covoiturage, comme c'est le service de la consommation collaborative le plus accessible, c'est nous qui avons le plus de membres en France en tout cas. Peut-être pas, non, Le Bon Coin doit être plus gros évidemment.
mais on est une porte d'entrée vers toutes ces pratiques entre particuliers. Et du coup, nos membres nous ont affirmé dans différentes études que depuis qu'ils utilisent Blablacar, ils se sont mis à la location de voitures entre particuliers, par exemple avec Drivey, ou à d'autres pratiques collaboratives. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, Sauf pour la SNCF. alors, pour la SNCF, sur le long terme, si. Parce qu'on est en train, petit à petit, de générer une France qui ne sera plus forcément propriétaire de sa voiture et qui, du coup, prendra plus les transports en commun. Ouais, c'est ce que vous expliquez aux gens de la SNCF. Non, non, mais eux aussi, ils le savent. Ils ont lancé leur propre service de covoiturage aussi. Non, mais Oui. il y a Alors, le court terme, il y a le court terme et il y a le long terme. Beaucoup moins convaincus que vous, quand même. Hein. Il y a le court terme et il y a le long terme. Et puis, il faut aussi penser au monde souhaitable. Est-ce que... ça nous paraît une évidence qu'on ne peut pas lutter contre cette idée d'optimiser l'existant et de réduire un gaspillage massif qu'est la voiture individuelle. Alors oui, peut-être là sur le court terme, sur Paris-Lille, évidemment, il y a beaucoup de covoiturage parce que c'est 4 fois moins cher que le train et d'autres trajets comme ça, mais il ne faut pas tout comparer que au TGV. Il y a plein de trajets qui sont bien plus pratiques en voiture, tous les trajets transversaux ou de province à province. C'est-à-dire que non seulement vous leur taillez des croupières sur Paris-Lille, mais aussi sur tous les trajets transversaux. Et vous êtes en train de leur expliquer que ça va leur faire du bien à terme. Potentiellement oui, parce que ils ne seront pas d'accord avec vous complètement. Mais comme le covoiturage, comme justement tout le monde n'aura plus besoin d'une voiture, voilà, certains n'auront plus de voiture et du coup prendront plus le train et aussi plus le covoiturage parce qu'ils n'auront plus de voiture. Guillaume Richard, donc, président de O2, hein, vous êtes concerné par la révolution numérique ou vous assistez finalement à ce débat à distance entre Guillaume Sarkozy et Laurent Wagner, entre la nouvelle, la vieille économie? Alors on est totalement concerné par l'informatisation, la digitalisation. Déjà une première chose, c'est que les métiers des services à la personne, donc on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'assistante ménagère, de garde d'enfants, d'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Ce métier, à la base, on pourrait croire que n'importe qui est capable de le faire. Vous-même, vous faites peut-être le ménage, peut-être... Ne soyez pas insultant, s'il vous plaît. Je présume. Mais en réalité, n'importe qui ne peut pas faire ces métiers. Il faut à la fois un savoir-être au top, sur lequel on peut vous former, et il faut aussi un savoir-faire au top. Il y a quelques années, j'avais fait une émission... d'immersion, pas de télé-réalité, d'immersion qui s'appelait Patron Incognito, dans laquelle je jouais un chômeur qui essayait de rentrer, de tester les métiers. Je maîtrisais la technique et la théorie. J'étais nul dans la pratique. Il n'y en a pas un qui m'a recruté. Une vraie leçon d'humilité. Je me rappelle, je l'avais vu. Ouais, c'était catastrophique. Et donc, personne ne m'avait recruté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le savoir-être ne suffit pas, il faut aussi un vrai savoir-faire. Ce sont des métiers qui nécessitent de bien maîtriser des techniques de la professionnalisation. Bon, et où est la numérisation? Et alors, la numérisation, elle arrive là-dedans parce que, en fait, comme on est sur des métiers qui sont des métiers avec des très faibles marges, il faut un système d'information qui soit extrêmement performant. Et l'informatisation nous a permis, en moins de 10 ans, de passer de 0 à plus de 10 000 salariés. Et la nouvelle phase qui va se produire dans les mois et les années qui viennent, c'est qu'on est en train de passer là, sur la digitalisation totale dans la relation avec nos clients, enfin pas dans totale, mais en tout cas la digitalisation. Vous allez trop vite pour moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est la digitalisation, numérisation qui vous a permis de vous développer. L'informatisation nous a permis de structurer les prestations, de structurer, avoir en temps réel l'information de le salarié est arrivé au domicile du client, avoir en temps réel toutes les informations, il en est reparti, donc je peux facturer, je peux donner un suivi pour mon client en temps réel, ce qui me permet de générer des gains de productivité extrêmement significatifs, de gérer le planning de l'ensemble de mes intervenants à distance, de gérer les plannings de visite de mes chargés de clientèle, etc. etc. Donc l'informatisation est véritablement un élément totalement indispensable au développement de cette économie de service, qui peut paraître ultra traditionnelle encore une fois. Donc ça a été la première étape. Et cette informatisation nous a permis d'optimiser notre mode de fonctionnement et donc d'être compétitif par rapport à du travail au noir, par rapport à d'autres types de concurrence. Et là, on arrive dans la deuxième phase. On a équipé 100% de nos salariés, 100% de nos intervenants d'un smartphone et on est en train de les faire passer sur des forfaits voix data illimités. Et là, ça ouvre des champs de perspectives
qui sont extraordinaires. Parce que ça veut dire que tous mes intervenants, donc 11 000 intervenants, vont avoir sur leur smartphone, en temps réel, leur fiche de mission, vont pouvoir avoir tous les jours des vidéos, des éléments de formation très précis qui vont pouvoir arriver et qui vont pouvoir leur permettre de continuer à se professionnaliser. Ça va leur permettre aussi de prendre une photo avant, après la prestation. Ça va permettre de... Vous êtes en réunion. La réunion, elle dure et vous deviez aller récupérer votre enfant. C'était tout à l'heure ce qu'on évoquait. Et bien là, la garde d'enfant va pouvoir vous faire un petit film ou une petite photo, vous l'envoyez et vous allez être rassuré en temps réel. Il y a plein de choses qui vont être ouvertes et qui vont permettre demain de créer beaucoup plus que la simple prestation de service. Notre métier, tout à l'heure, on disait, est-ce que mon métier, c'est de faire du ménage? Est-ce que mon métier, c'est de faire de la garde d'enfants? Non, mon métier, c'est de contribuer à la qualité de vie. C'est véritablement ça. On va pouvoir améliorer cette expérience client, améliorer la qualité de vie par tous ces éléments digitaux, et on va créer aussi et fondamentalement une différence par rapport à du travail au noir, par rapport à de l'emploi direct où vous allez employer quelqu'un qui ne va pas pouvoir vous apporter tous ces services. Demain, je vais pouvoir, avec les vidéos, les photos de ce que l'on aura fait avec vos enfants, vos parents âgés dans chez vous, le mettre sur un Facebook Like privé où vous serez le seul à avoir accès avec votre famille, et donc vous pourrez avoir l'histoire de l'enfance ou de votre enfance qui va être structurée, qui va être gardée de façon numérique. On va créer de la valeur ajoutée en plus par ce numérique. Un doute m'étreint, Guillaume Richard. Est-ce que vous faites partie de la vieille ou de la nouvelle économie? Je fais partie de l'économie, tout simplement, et on fait partie de la vie des uns et des autres. Et notre métier, encore une fois, contribuer à la qualité de vie des Français de tous âges. Et ça, c'est actuellement des Français. Et l'objectif, l'ambition ultime pour l'entreprise, c'est qu'on veut être le numéro 1 mondial dans les services à la personne, dans le monde. On a dit tout à l'heure, c'est 38 millions d'emplois qui veulent être créés en Chine dans les 5 ans qui viennent dans les services à la personne. Et notre objectif, c'est d'exporter la qualité de vie à la française, parce que c'est véritablement un des atouts que l'on a. On a aujourd'hui un pays... La femme de ménage française, c'est... L'art de vivre à la française. On est le pays qui est reconnu comme étant un des pays où il fait le mieux vivre au monde. Les Allemands, ils disent « Zufrieden wie Gott in Frankreich ». Excusez-moi pour l'accent, ça veut dire « heureux comme Dieu en France ». Eh bien, on a moyen aujourd'hui d'exporter cet art de vivre à la française qui ne s'exprime pas uniquement à travers des biens, à travers des produits de luxe, mais qui s'exprime aussi à travers des services. Et c'est notre ambition. Alors, Guillaume Sarkozy, c'est amusant, et je posais malicieusement la question de savoir si vous faisiez partie de la nouvelle ou de l'ancienne économie. On s'aperçoit finalement qu'aujourd'hui, toutes ces sociétés de services sont concernées, peu ou prou, par cette révolution numérique, et que finalement faire une distinction, comme on le fait parfois de manière un peu caricaturale, entre les anciens et les modernes, les nouveaux et les anciens encore, c'est totalement hors de propos. Ben oui, nous sommes 6 000 au sein du groupe et que on existe depuis longtemps, c'est vrai, mais on veut exister aussi pendant longtemps. Il faut que mes collaborateurs aient un avenir. Donc il faut qu'on se serve de tous les outils pour arriver à suivre la compétition. Enfin, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Alors nous sommes dans un métier qui est hyper réglementé. Donc j'allais y venir. Une de nos difficultés, c'est de jongler ou de pouvoir ouvrir de nouveaux champs par rapport à la réglementation. Et notamment, la difficulté aujourd'hui essentielle, c'est celle de l'accès à la donnée. Nous avons un accès très limité à la donnée, et si on avait accès à des données, on pourrait faire des choses absolument inimaginables. Par exemple... Ah mais ça fait peur à tout le monde, d'ailleurs. Quand on dit les assureurs santé vont prendre les données, mais si les assureurs trichent, il n'y a qu'à mettre le patron en prison, puis on n'en parlera plus. Ils arrêteront de tricher. Je ne crois pas que ce soit très sérieux de voir les choses comme ça. Il y a des bienfaits. Par exemple, savez-vous que 8% des Français sont en risque iatrogénique grave? Ça veut dire conflit médicamenteux. 8% des Français. Savez-vous qu'il y a chaque année, c'est la haute autorité de santé qui le dit, qu'il y a chaque année 10 000 personnes qui meurent d'infections iatrogènes. On pourrait très bien, si on avait accès aux données de santé, on pourrait très bien, par exemple aux consommations de médicaments des Français, on pourrait très bien prévenir dans des conditions de sécurité, sur la confidentialité, etc. C'est facile, ça existe.
prévenir les gens qui ont chez eux les médicaments qui ne vont pas ensemble pour leur éviter d'avoir un problème. Ce n'est qu'un exemple extrêmement bénéfique. Il y a un deuxième exemple. Si vous avez une pathologie, quelle qu'elle soit, il y a plusieurs manières de soigner cette pathologie. Il y a plusieurs parcours pathologiques selon qui vous êtes. Eh bien, on n'a pas le droit d'évaluer l'efficacité de chacun de ces parcours pour le conseiller de manière la plus optimum possible aux personnes qui sont là. Donc voilà quelques bienfaits. Quand vous êtes le fameux Mythique, les gens qui sont sur Mythique donnent, paraît-il, 170 Vous semblez bien au courant quand même. Mais oui. Moi, je suis marié depuis 15 ans, remarié depuis 15 ans, donc j'ai passé ce moment-là. Mais quand les gens qui sont sur Mythique, on donne 170 informations extrêmement personnelles. Pourquoi? Ils sont fous? Mais non, ils ne sont pas fous. Ils ont un profit, un bénéfice extrême qui est de trouver l'amour. Donc, et après, Mythique, d'ailleurs, vend les informations. Donc, poser la question, c'est ce qu'on raconte, poser la question de la confidentialité n'a pas de sens si derrière, il n'y a pas la question à quoi ça sert et des conditions dans lesquelles on la met en œuvre, cette confidentialité ou non. Comment est-ce que je peux aider? Un dernier exemple. J'ai un copain qui est directeur général d'une très grande chaîne de cliniques. Il y a des milliers de médecins. Il a notamment des chirurgiens cardiaques. Il me dit qu'il a des chirurgiens cardiaques qui opèrent avec 2% de taux de reprise, c'est-à-dire je recommence l'opération parce qu'elle a échoué, ce qui est un taux exceptionnel, et d'autres qui opèrent avec 11% de taux de reprise. Par qui ai-je envie de me faire opérer? C'est idiot de poser la question. Et pourtant, je n'ai pas le droit d'avoir accès à l'information. Bon. Donc voilà. Alors, il y a ces datas d'un côté, il y a la législation de l'autre. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes en état de lutter contre ces nouvelles sociétés dont je disais qu'elles venaient vous mordre les mollets, qui sont en tout cas beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples? Mais regardez ce qui s'est passé avec les taxis. Qui est-ce qui est Uber? Qui est-ce qui tue le taxi? C'est pas Uber, c'est les taxis eux-mêmes. Qui est-ce qui tue les taxis? C'est la réglementation et le monopole. Enfin, on a construit un système absolument délirant avec les fameuses plaques à 250 000 €, avec l'angoisse qu'on avait encore il y a quelques années. Pour trouver un taxi, si on n'avait pas de voiture, enfin aujourd'hui, c'est une facilité extrême. Donc c'est ça le modèle. C'est nous-mêmes qui portons notre difficulté à nous adapter. C'est ce qu'il y a dans la tête. Ronan Lemoyle, est-ce que finalement la législation est adaptée à cette mutation profonde de l'économie? Guillaume Sarkozy l'a raconté, dans nos métiers, en tout cas, on a des métiers très réglementés, c'est vrai. Et c'est vrai que la réglementation va souvent un tout petit peu moins vite que les évolutions de société. Donc effectivement, il y a sans doute un certain nombre de sujets réglementaires à faire évoluer pour qu'on puisse effectivement s'adapter plus vite à ce que permettent aujourd'hui l'ensemble des nouvelles technologies. Et la data, moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Je dis souvent finalement, en tout cas les banquiers, les assureurs sont un peu dans le même cas de figure, sont des gens qui brassent le plus de données, ceux qui sont les plus archaïques aujourd'hui, quand on regarde vraiment ce qu'ils en font. Ça c'est le point numéro un, c'est criant de vérité. Quand on est banquier, on voit tout passer finalement en termes de la vie d'un compte bancaire et tout ce qui va avec, et on n'en fait rien. Donc ça veut dire qu'on est vraiment les plus démunis. Et je pense que dans l'assurance, finalement, on est un peu dans le même cas de figure. Et c'est vrai que la donnée va demain sans doute devenir un facteur clé. C'est vrai que la réglementation, pour plein de raisons qu'on imagine assez aisément, place des garde-fous pour éviter qu'on fasse n'importe quoi, notamment quand il s'agit des données de santé. Mais si on se pose la question de fond de savoir ce qu'on peut en faire demain et quels bénéfices qu'on peut en retirer, il y a sans doute un chemin de crête à trouver pour faire des choses intéressantes. Mais si on reste dans le domaine de l'assurance, mais l'assurance dommage cette fois-ci, on peut imaginer que demain, par exemple, les maisons soient assurées non plus en fonction d'une prime moyenne qui est liée à une statistique moyenne, mais en fonction, on parle de souvent de Sigfox, cette société française magnifique qui installe partout des petits capteurs pour récolter la donnée, mais de la donnée qui récoltera si votre système électrique est de bon niveau, si vos fenêtres sont ouvertes, si votre garage est bien fermé à clé, etc., de telle sorte que vous aurez un pricing qui sera beaucoup plus adapté effectivement à la réalité de votre comportement. Et d'ailleurs, moi je pense que l'économie moderne qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, c'est l'économie de la fin de la statistique. Demain, on sera dans la donnée réelle. On sera capable de... Et ça, c'est inéluctable. Il faut l'accepter. Simplement, pour répondre à votre question plus directement, la réglementation, la loi, et c'est normal, elle fait attention, elle ne va pas aller à la même vitesse que tout ce qui est possible en termes technologiques. Mais aujourd'hui déjà, on est capable, technologiquement parlant, si on le voulait, de monter, si on prend l'assurance, des systèmes d'assurance qui permettraient d'avoir une assurance pricée à l'individu. C'est possible aujourd'hui. Ah, ça peut faire peur, et on le conçoit tout à fait, ça peut faire n'importe quoi, mais je pense qu'il faut simplement réfléchir en se disant, comme la même réflexion d'Uber et les taxis,
que c'est inéluctable et que plutôt que de se battre contre, il faut trouver le meilleur moyen pour en tirer un vrai bénéfice pour les clients. Je crois que c'est ça le vrai sujet, c'est demain réfléchir quels bénéfices ces évolutions qui parfois peuvent nous inquiéter peuvent faire apparaître pour les clients qui, eux, pourraient effectivement en tirer un avantage certain, que ce soit dans le tarif, que ce soit dans la couverture des risques si on parle assurance, que ce soit côté tarif si on parle bancaire tout simplement. Laure Wagner, Olivier. J'ai un exemple concret pour abonder dans ce sens. On vient depuis quelques mois signer un partenariat avec AXA. Pourtant, pour faire du covoiturage, vous, avec vos voitures, vous n'avez pas besoin d'assurance spécifique. En fait, la responsabilité civile du conducteur couvre tout à fait déjà les passagers au même titre que la famille et les amis. Mais il y avait quand même ce frein dans la tête des gens de se dire mais est-ce que je serai assuré ? Donc, on a travaillé avec AXA sur des produits très spécifiques, déjà pour rassurer, pour que AXA dise haut et fort, pas de souci, la responsabilité civile, ça fonctionne. Mais on a créé 2 choses supplémentaires. Une garantie d'arrivée à destination si le véhicule est immobilisé pendant le trajet, donc panne, voilà. Les passagers sont accompagnés à bon port. Et puis la possibilité pour le conducteur de passer le volant. Donc ça améliore le service, ça fait monter en gamme le service Blablacar. Et puis surtout, nous, en termes de sécurité, on préfère qu'un conducteur qui est éventuellement fatigué passe le volant plutôt qu'il souhaite absolument finir le trajet lui-même. Mais on se plaît à rêver à des choses potentielles avec AXA. C'est que nos passagers, par exemple, aimeraient bien savoir si le conducteur a un bonus sur son assurance, si c'est un très bon conducteur. Et à l'inverse, AXA peut-être aimerait bien savoir si tel ou tel conducteur est noté 5 sur 5 en conduite sur Blablacar. Savoir s'il y a 2% d'accidents ou 11% d'accidents comme le chirurgien de Guillaume Sarkozy. Et puis nous, Blablacar, plutôt que de faire cocher une case actuellement aux conducteurs, parce qu'on leur demande de confirmer, c'est déclaratif. Êtes-vous bien couvert par une assurance ? Tac, tac, oui, c'est déclaratif. Si on pouvait avoir une API pour aller checker en temps réel avec son numéro d'assuré pour qu'à chaque trajet en temps réel, on sache si cette personne est assurée et quelle assurance elle a, eh bien, ça permettrait de rassurer encore plus les passagers et amener encore plus de confiance dans cette pratique vertueuse qu'est le covoiturage. Autre question, et puis je poserai la même question à Céline Lazorte. Est-ce que vous avez l'impression que la législation française, pour revenir à cette question de législation, est trop protectrice par rapport à, protectrice de l'ancienne économie, même si on a compris que ça ne voulait plus dire grand-chose. Bref, qu'elle vous met quand même des bâtons dans les roues. Régulièrement, on lit des papiers à droite à gauche en disant, finalement, créer une entreprise un peu disruptive, c'est beaucoup plus difficile en France qu'ailleurs. C'est l'impression que vous avez ? Bon, je pense que quand on est motivé pour le faire, nous, c'est vrai qu'on a lancé Blablacar et on a été dans un flou juridique jusqu'en 2013 quand même. Il n'y avait pas vraiment de texte de loi. Mais en même temps, ce n'était pas interdit. Bon. Mais en France, tout ce qui n'est pas autorisé est quand même plutôt interdit. Mais enfin bon. Ça nous paraissait difficile d'interdire des gens de faire un trajet en voiture ensemble tant qu'ils ne faisaient pas de bénéfices. Mais en tout cas, effectivement, il n'y avait pas de texte de loi. Le covoiturage n'apparaissait pas clairement. Aujourd'hui, ça l'est. Nous, on n'a aucun souci. Peut-être, Céline, si tu veux plutôt prendre la parole sur ce sujet, parce que nous, on est tout bien réglementé maintenant. Vaste sujet, le sujet réglementaire dans le milieu bancaire. Moi, quand j'ai démarré, c'est ce que je racontais. On avait monté donc un partenariat avec Arkea pour la partie encaissement des fonds, et puis avec une banque belge pour la partie émission de monnaie électronique. Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais grosso modo, notre métier, en fait, comme on fait de l'encaissement pour le compte d'un tiers, puisqu'à chaque fois que j'ouvre une cagnotte, en fait, si vous tous participez, eh bien, Litchi va garder pendant un temps donné votre argent pour ensuite le reverser aux bénéficiaires de la cagnotte. Donc, il encaisse les fonds pour le compte d'un tiers. Réglementairement parlant, il fallait être émetteur de monnaie électronique. Et donc, bien évidemment, quand j'ai démarré en sortant d'école, je n'avais pas 1 euro, donc il n'était même pas envisageable pour moi d'avoir ce statut-là. Donc j'ai monté avec Arkea et puis l'émetteur belge un partenariat. Puis au bout de quelques années, j'avais envie bien évidemment de réintégrer de la valeur et puis de limiter la marge que je reversais à un tiers. Jusque-là, assez logique. Et donc je me suis dit, moi aussi, je vais devenir émetteur de monnaie électronique. Alors là, je me suis penchée un petit peu plus sur la réglementation et je me suis rendu compte qu'il y avait un projet de loi qui datait de 2009, européen, qui permettait en fait d'ouvrir les marchés bancaires à la concurrence et qui devait être mis en exercice en Europe, dans chaque pays européen, à partir d'avril 2011.
Donc très bien, c'était à peu près en 2010 que j'avais regardé ça. Et donc avril 2011, moi j'ai déposé à la CPR mon dossier en disant voilà, je voudrais être émetteur de mots électroniques selon la DSP2 pour le côté technique. Et ils m'ont dit très bien, on attend que la loi soit promulguée en France. On est en 2015, ça n'est toujours pas arrivé. Donc moi, petite start-up, j'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis au bout de 5 mois, mes actionnaires qui n'étaient pas tous français m'ont dit bon, ta France, on en a jusque-là, écoute, tout le reste des pays européens, sauf la France, la Hongrie et l'Italie ont appliqué le projet de loi, tu choisis à côté ce que tu veux, l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, etc. Et comme un de mes actionnaires était luxembourgeois, on a choisi le Luxembourg. On a passé la frontière, on a recommencé à zéro. Ça tombe bien, juste le Luxembourg. Ah oui, mais alors, ça n'a ça n'a aucun intérêt d'optimisation fiscale puisque c'est une filiale. Vous voyez, ce qui est terrible, l'image qu'ont les gens comme vous. Non, mais l'image que vous véhiculez. Le délit de faciès luxembourgeois. Pas du tout. L'image que vous véhiculez, elle est terrible. Rendez-vous compte qu'à l'époque, on est 10. Moi, je bosse 20 heures par jour, par semaine, par jour, pour porter mon projet. J'ai déjà eu du mal à être crédible parce qu'à ce moment-là, je dois avoir 27-28 ans devant des banquiers et des régulateurs. Je dois traverser la frontière, recommencer mon dossier à zéro. Et pourquoi on a choisi le Luxembourg? Parce qu'on avait un actionnaire luxembourgeois, parce que le Luxembourg avait appliqué le projet de loi et parce qu'il parlait français. C'était idiot, mais à ce moment-là, traduire tous nos contrats et tout ça en anglais, c'était pas si évident que ça. On a mis 3 mois à être... avoir avoir le limony issuer, je trouve pas les mots en français, limony issuer au Luxembourg. Donc on a créé une filiale, donc les bénéfices remontent sur la maison mère en France et donc on est comme ça aujourd'hui émetteur de mots électroniques et dans toute l'Europe, puisqu'après l'émetteur se passeporte dans les autres pays d'Europe. Donc on l'est en France, mais via le Luxembourg. Et aujourd'hui, le projet de loi n'ayant toujours pas été appliqué en France, de toute manière, on ne pourrait pas l'être. Et donc ça pousse des startups comme nous à partir à l'étranger. Alors on a quand même gardé la maison mère ici, donc pour les raisons que j'évoquais, mais c'est quand même terrible parce qu'on a dû faire tout ce cheminement et puis finalement après les gens nous font des réflexions comme la vôtre. Et en plus vous accusent ce qui est quand même pas vos très picaillons heureux au Luxembourg plutôt que de les mettre en Bretagne. Ils sont en Bretagne. Après je vous fais pas un détail sur toute l'explication bancaire, mais tout ça fait qu'effectivement le lobby d'un certain nombre de groupes qui ne voulaient pas qu'on rentre sur leur marché nous ont donné des difficultés. Alors après, vous savez, quand on est entrepreneur, si on vous empêche de rentrer par la porte, vous rentrez par la fenêtre et c'est ce qu'on a fait. Mais ça nous a demandé beaucoup de difficultés et c'est pas forcément très heureux. Guillaume Richard. Alors, 2 points de réflexion. Le premier, c'est que ces nouveaux modèles, ils doivent nous amener à réfléchir au système de protection sociale et au système de solidarité. Si on identifie parfaitement qui a quoi comme type de maladie, derrière celui qui est le moins bien loti, il va avoir une assurance qui va lui coûter les yeux de la tête. Quand on est aussi sur des modèles type Blablacar ou autres, où sont la TVA, où sont toutes les cotisations sociales qu'il peut y avoir dans d'autres modèles, ça pose véritablement ces questions aussi. Et puis, dans mon domaine, je partage totalement le fait que l'excès de réglementation peut être un énorme frein. Et là, on vient de mettre en place une loi qui s'appelle la loi sur le vieillissement de la population et qui crée une économie administrée, ce qui est quand même assez surprenant en 2015, avec seules quelques entreprises ou organismes plutôt associatifs qui pourront demain travailler dans ce secteur. Et on est en train de créer les conditions qui vont faire notre propre ubérisation, comme les taxis. C'est-à-dire qu'en limitant la possibilité à des nouveaux entrants de venir sur ce secteur, non seulement ça va coûter plus cher pour l'ensemble des acteurs de l'économie, pour l'ensemble des personnes âgées. Aujourd'hui, les associations, c'est en moyenne 3,50 € de plus de l'heure que les entreprises. Mais en plus, ça ne permettra pas de développer, de créer de la concurrence avec des nouveaux entrants qui arrivent. Et donc, on aura un gâteau qu'on va se partager entre les acteurs existants. Alors vous pouvez me dire, mais moi je suis sur place, c'est mon intérêt. Non, ce n'est pas mon intérêt, parce que mon intérêt c'est d'avoir une concurrence qui soit saine et qui soit forte, parce que comme ça me permettra d'être encore plus fort et d'aller à l'international en étant encore mieux armé. Et on est en train aujourd'hui de créer, dans ce secteur de l'accompagnement et du maintien à domicile des personnes âgées, une économie administrée qui va conduire très certainement, dans les mois, les années qui viennent, un secteur à sa perte, parce qu'il n'y aura plus de concurrence qui pourra s'exercer. Guillaume Sarkozy, vous voulez réagir? Non, mais je pensais, et c'est très juste, l'histoire de la protection sociale. Si on connaît les risques, il peut y avoir une sélection des risques. Alors,
indépendamment du fait que c'est évidemment strictement interdit dans le domaine de la santé, pas dans le domaine de l'assurance emprunteur, qui est une autre histoire. Mais dans le domaine de la santé, c'est interdit de faire une tarification selon le risque, c'est-à-dire selon votre état de santé. Et une deuxième chose qui est très importante, nous sommes aujourd'hui sur l'assurance dite collective. Vous savez que le 1er janvier prochain, toutes les entreprises vont devoir avoir un contrat santé. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucune sélection de risque, puisque l'assureur prend toute l'entreprise, quel que soit l'état de santé de son collaborateur. Donc ce risque qui existe est considérablement limité par cette évolution de la réglementation. Laure Wagner. Je voulais juste vous répondre. Dans cette économie collaborative, il y a plusieurs catégories. En fait, c'est un grand panier dans lequel il y a beaucoup de diversité. Il y a des activités collaboratives qui génèrent du profit pour les gens qui la pratiquent. Bon, je ne les citerai pas. Il y en a qui sont au contraire tout à fait gratuites, l'entraide, les répar coffee, enfin voilà. Blablacar, le covoiturage, c'est vraiment, on est les seuls un peu dans cette catégorie-là, qui est du pur partage de frais sans création de profit pour le conducteur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très clair en France, c'est le barème fiscal kilométrique. Ça définit le coût réel d'un trajet pour un conducteur. Et nous, Blablacar, on régule la pratique du covoiturage pour assurer au conducteur de ne jamais dépasser cette limite, de façon à ce qu'il soit toujours dans la loi et qu'il ne se mette pas en danger de faire du bénéfice. Donc du coup, oui, effectivement, ils ne déclarent rien, etc., parce qu'ils ne gagnent rien en fait. Ils économisent les frais d'essence et de péage. Voilà tout. Du coup, la seule TVA qu'on paye, nous, c'est sur la seule valeur ajoutée qui est créée. C'est nous, dans notre métier, c'est les frais de réservation ajoutés par Blablacar. Donc nous, sur nos 11% de frais de réservation qu'on ajoute au prix du conducteur, on paye 20% de TVA. Mais le conducteur, lui, n'est pas un professionnel, donc effectivement, il n'a pas de protection sociale, rien, puisque ce n'est pas un métier. Il ne valorise pas son temps, son véhicule, etc. C'est juste un partage des frais d'essence et de péage. Vous contournez un peu le système ou vous avez l'impression de l'utiliser au mieux? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, on ne contourne rien du tout. On permet de faire à grande échelle ce que des particuliers faisaient de manière évidente. On va à un festival ensemble, tiens, je paye le péage, je te rends service. Mais c'est là, où la digitalisation change tout, puisque ce qu'on faisait naturellement à une toute petite échelle, l'invention de l'Internet permet évidemment de le systématiser. On l'a libéré. C'est vrai qu'avoir accès à ces datas de combien de places libres il existe dans telle voiture qui part de la porte d'Orléans vendredi à 16h et qui va à Rouen, oui, et ça à grande échelle, on transporte 10 millions de personnes par trimestre. Donc oui, on a rendu ça possible à très grande échelle. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, oui, une question là-bas, à gauche. Une hôtesse qui fond sur vous tel l'éclair, avec un micro et un sourire. Bonjour Emmanuel Beaurepaire, Hopscotch. J'ai une question pour la dirigeante de Blablacar. J'ai entendu dire récemment que autant Blablacar est bien accueilli en France, et même porté au nu, c'est un exemple, autant l'image de marque était plus difficile en Espagne. Alors je ne sais pas si c'était une information exacte, et si c'est exact, qu'est-ce qui expliquait qu'il y avait une vision et un comportement différent de la part des Espagnols par rapport au modèle? Alors Laure Wagner. On a une très bonne image auprès du grand public et on a aussi plusieurs millions d'utilisateurs. Mais il y a eu deux faits, un peu coup sur coup. C'est quand Uber est entré en Espagne, le gouvernement a pris une mesure incroyable du jour au lendemain, a interdit Uber et Blablacar et a fait un erratum au bout de 24 heures en disant non, en fait, c'est que Uber. Mais le mal était fait, ils nous ont confondus, ils ont mis ils pensaient que sur Blablacar aussi des conducteurs... C'est intéressant quand même qu'on vous confonde comme ça. Non mais qui s'est rendu c'est la voiture, oui, c'est une démarche complètement différente parce que nous on optimise l'existant, des trajets qui sont réalisés de toute manière, alors que Uber c'est un professionnel au service d'un client comme le taxi. Et que les dirigeants d'un grand pays, parce que l'Espagne c'est un grand pays, je ne commenterai pas, mais voilà, la question est posée. Et puis récemment, cet été, une compagnie de bus a estimé qu'on lui faisait de la concurrence déloyale, donc elle nous a fait un procès qu'on a gagné, et parce que c'est complètement fou. Enfin, les particuliers sont libres d'optimiser leurs véhicules s'ils ne font pas de bénéfices, et cette compagnie de bus, je pense,
à penser qu'elle pouvait faire ce procès parce que les taxis en faisaient contre Uber, etc. Et bon, bah, c'était juste pas le même contexte, quoi. Bon, mais la question qui est sous-tendue par cette observation très, très intelligente de la salle, ça pose une question beaucoup plus large finalement. Est-ce que le numérique n'est pas en train de tuer une partie des emplois de service? Non, ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement, c'est que ça permettait de développer ces emplois de service. Ça permet aussi, moi, mon concurrent numéro 1, ce ne sont pas les autres entreprises, ce ne sont pas les associations, c'est le black, le travail au noir. Et plus je suis capable de créer de la valeur grâce au numérique, grâce à la digitalisation, plus je suis capable de justifier en quoi il est incroyablement plus pertinent pour tous les gens qui sont dans la salle, et pas uniquement, de faire appel au service d'O2 plutôt que de faire appel à du travail au black. Et donc je crée de l'emploi. Et par ailleurs, en ayant tous ces éléments digitaux, je crée de la valeur et je vais demain pouvoir, encore une fois, quitter la France, exporter l'art de vivre à la française. Bon. Et donc, on va pouvoir, grâce au numérique, grâce à la digitalisation, créer plus de valeur ajoutée et donc être plus pertinent face au travail noir et être plus pertinent face à une concurrence internationale. Bon, chez vous, je comprends bien. OK. Chez vous, Ronan Lemoyle, dans la banque, est-ce que c'est aussi évident que le numérique n'est pas en train de tuer des emplois? D'abord, de manière générale, je pense que toute grande révolution, quelle qu'elle soit, et c'en est une malgré tout, on voit d'abord ce qu'elle détruit, on voit moins ce qu'elle peut produire comme valeur à moyen terme. En tout cas, on voit d'abord ce qu'elle détruit, effectivement. On voit ce qu'elle détruit dans l'économie classique, on ne voit pas assez ce qu'elle crée comme emploi dans les startups concernées, déjà, point numéro 1. Et puis deuxièmement, les emplois induits peut-être demain par des nouveaux usages qui vont émerger par ailleurs. Donc ça, je crois que c'est une tendance qu'on observe à chaque fois qu'il y a une évolution assez majeure. Pour ce qui concerne notre secteur, je pense que c'est une évolution qui est inéluctable, c'est une évolution qui impose de s'adapter, c'est une évolution sur laquelle nous, on doit créer des nouveaux emplois, justement. Je pense que demain, par exemple, la banque de détail, on dit toujours, la banque de détail, elle n'est pas morte à cause du numérique. La banque de détail, elle doit se réinventer, parce que le numérique et le collaboratif arrivent. Ça veut dire qu'il s'agira toujours d'avoir des réseaux bancaires, sans doute, plus digitalisés, c'est certainement, et avec une promesse client qui ne sera plus la même. Fini le moment où les clients poussaient la porte d'une agence en venant découvrir ce que c'était qu'un crédit immobilier, un produit de placement ou autre. Ça, c'est dépassé, ils le savent déjà. Fini le moment où ils venaient aux horaires d'ouverture des agences de 9h à 18h, du mardi ou vendredi, et fermé le samedi après-midi. Maintenant, c'est tout le temps, n'importe quand. Donc je pense que simplement, les emplois vont être créés, le sont toujours, donc on crée toujours des emplois, mais dans des secteurs différents, dans des modes de fonctionnement différents. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que toute révolution, quelle qu'elle soit, et je crois que c'en est une, elle va amener fondamentalement à des grands changements. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans le collaboratif et qui est une grosse révolution qui se prépare, d'aucuns la comparent d'ailleurs à l'avancement de l'écriture, c'est tout ce qu'on appelle blockchain. Vous savez, on parle beaucoup de Bitcoin, qui est la monnaie qui a été créée, donc qui a d'ailleurs beaucoup d'écueils, mais le sous-jacent de Bitcoin, c'est un système technologique qui s'appelle blockchain, qui vise en fait à éviter tous les systèmes centralisés. Quelque part, dans la finance, tout est géré par des systèmes de centralisation. Les places de compensation, les centrales de compensation, bref, tout ce qui permet de compenser des positions, qu'elles soient sur les comptes courants ou sur les comptes titres. Cette économie-là, cette nouvelle manière de penser la techno, elle va décentraliser totalement au niveau des acteurs eux-mêmes la capacité à gérer les systèmes de compensation. Et ça, c'est une vraie révolution qui va arriver et qui va là aussi remettre en cause un certain nombre de modes de fonctionnement actuels pour créer des emplois différemment. Donc je crois qu'il ne faut pas juste avoir le nez, entre guillemets, avec la myopie qui s'impose d'ordinaire et de se dire qu'on va créer des emplois dans l'économie existante au détriment, en tout cas pour d'économies nouvelles qui naissent, mais pas en solde suffisant. Il faut se dire qu'après-demain, effectivement, ou dans ces boîtes, ou dans nos entreprises qui s'adaptent, on créera des nouveaux emplois sur des nouveaux modes de fonctionnement. Moi, j'y crois fondamentalement et je vois que chez nous, le fait peut-être, je le dis avec la modestie qui s'impose, d'avoir pris certains virages plus vite, mais parce qu'on n'avait pas le choix, que d'autres acteurs, nous a amené à créer des emplois dans les secteurs où d'autres ne l'ont pas encore fait aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est infrastructure technologique, tout ce qui est IT, tout ce qui est moyens de paiement, sur lesquels on a essayé de prendre une longueur d'avance et sur lesquels on essaie de la conserver en s'alliant à des acteurs comme Litchi. Guillaume Sarkozy, ma question est aussi idiote que Ronan Lemoyle a l'air de le... Elle est vieille. Elle est vieille comme l'industrie. Se poser cette question, c'est dire est-ce que la productivité crée ou pas de l'emploi. Regardez, la première digitalisation... La révolte des canuts, quoi. Eh bien, voilà, c'est la première digitalisation, la révolte des canuts à la fin du XVIIIe siècle. L'industrie textile, tous les 25 ans, a doublé sa productivité. Alors, après, elle a disparu chez nous pour d'autres raisons, parce qu'elle est partie autre part. Mais c'est l'industrie qui fait des gains de productivité et ça développe l'emploi, évidemment. Bon,
Laure Wegner, je veux bien vous poser la question, mais je ne sens pas que vous allez courir à mon secours quand même. Petit mot dans les transports, c'est vrai qu'on a apporté de la nouveauté quand même dans les transports en France. Et bien, suite au succès populaire de Blablacar, on a vu se développer les nouveaux TGV Ouigo, dans toute la galaxie, je ne sais plus, Ouigo. Ouicar, c'est les voitures, Ouibus. Ouais. Vous n'êtes pas du tout au fait de ce que fait la SNCF. Si, mais il y a tellement de vous êtes tricarde dans tous les trains. Donc, quand même, cette concurrence du covoiturage a fait naître des innovations à la SNCF et a fait naître là les bus. Ça a quand même été annoncé comme une réaction pour apporter une autre mobilité low cost telle qu'on la proposait sur Blablacar. Donc tous les emplois qui ont été créés là dans les compagnies de bus sont plus ou moins, si je peux me les approprier, le fruit d'une révolution un peu dans les transports. Céline Lazorte, au final, et c'est vous qui aurez le mot de la fin, cette numérisation, cette digitalisation de l'économie, c'est bon pour l'emploi ? Moi, je vais vous parler du coup de l'entreprise numérique ou digitale. J'ai une petite casquette qui est d'être au conseil d'administration d'une association qui s'appelle France Digital, donc dont le but est d'expliquer ce que c'est que les entreprises digitales. Et donc, je vais vous parler de l'entreprise digitale. Elle est plus juste. Pourquoi ? Parce que c'est 97% de CDI dans une entreprise digitale, contre 60 à 70% dans une entreprise classique. C'est une entreprise qui emploie beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de femmes et qui est beaucoup plus ouverte à la diversité sociale, culturelle. C'est une entreprise aussi où les écarts salariaux sont beaucoup plus faibles. En moyenne, il n'y a jamais de différence, maximum x4, entre le plus bas et le plus haut salaire. Et enfin, c'est une entreprise plus juste, puisque son capital, en moyenne, c'est 30% qui est détenu par les salariés. Donc, vive le digital. Et ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment à vous 5.